Peut-on vraiment briser des chaînes vieilles de 80 ans sans payer un prix terrible? 3 États du Sahel viennent de secouer l'ordre mondial. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger rompent avec la France, renoncent officiellement au franc CFA et créent leur propre banque, indépendante, puissante, autofinancée, avec près d'1 milliard de dollars sur la table. Leur ambition? Lancer une nouvelle monnaie régionale, peut-être adossée à l'or. Ce n'est pas qu'une affaire de billets, c'est une rupture frontale avec un système qui a permis à la France, et, indirectement, aux États-Unis, d'exercer un contrôle économique colossal sur l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ce geste fait-il trembler Paris et même Washington? Parce que la remise en cause du franc CFA, c'est un défi lancé non seulement à la France, mais aussi à la toute-puissance du dollar. L'ancien président américain Donald Trump l'a dit sans détour. Qui ose s'attaquer à l'hégémonie du dollar devra affronter des conséquences aussi lourdes que celles d'une guerre mondiale. Chaque tentative historique d'émancipation monétaire en Afrique a été écrasée. Il y a 60 ans, Sylvanus Olympio voulait sortir le Togo du CFA. Il a été assassiné 3 jours avant l'annonce officielle. Les avertissements sont clairs. Toucher à l'ordre monétaire, c'est risquer la répression, les sanctions, parfois le sang. Pourtant, aujourd'hui, l'élan est inédit. Ces États avancent ensemble, refusent toute tutelle et veulent bâtir un système monétaire totalement souverain. Si le pari échoue, l'Afrique pourrait rester prisonnière d'une dépendance qui freine son développement, condamne sa jeunesse à la stagnation et prive des centaines de millions de personnes de leurs richesses. Mais si la rupture réussit, c'est tout l'équilibre géopolitique mondial qui pourrait basculer. C'est bien plus qu'une crise franco-africaine. C'est peut-être le début d'une révolution monétaire qui remet en jeu la dignité, la richesse et la destinée d'un continent. Mais pour comprendre l'explosivité de ce moment, il faut revenir sur un point clé. Comment le système CFA est né et pourquoi il est si difficile et si dangereux de s'en affranchir aujourd'hui. La décolonisation n'a jamais touché à la vraie source du pouvoir, la monnaie. On connaît tous ces images de drapeaux africains qui montent, d'hymnes nationaux joués pour la première fois, et de promesses d'indépendance. Mais ce que l'on oublie trop souvent, c'est que derrière la façade, une grande partie du vrai contrôle n'a jamais changé de main. Car il y a un levier qui est resté bien accroché à Paris, le pouvoir de battre monnaie. Pour comprendre à quel point le système est enraciné, il faut remonter à 1945. La Seconde Guerre mondiale vient tout juste de se terminer. La France est à genoux, son économie est en ruine, son influence mondiale vacille. Paris sait que sans ressources extérieures, la France risque la marginalisation. Alors, dans les couloirs ministériels, une stratégie se dessine. Oui, les colonies africaines finiront par exiger et obtenir leur indépendance politique. Mais l'indépendance économique? Ça, il n'en est pas question. C'est là que naît le franc CFA, la monnaie des colonies françaises d'Afrique, qui changera de nom mais pas de fonction. Derrière cette invention, une idée simple, offrir l'apparence de la souveraineté, hymne, drapeau, président, tout en gardant l'essentiel du pouvoir dans les comptes du Trésor français. Aujourd'hui encore, le franc CFA relie 14 pays africains à Paris, répartis entre 2 unions monétaires, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale. Cela représente plus de 200 millions de personnes et autant de destins économiques. Mais comment ce système fonctionne-t-il, concrètement? C'est là que l'asymétrie saute aux yeux. Depuis des décennies, les pays membres doivent déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français. Autrement dit, leurs richesses, issues notamment de l'or, du cacao ou du pétrole, transitent d'abord par la France. Officiellement, c'est pour garantir la stabilité, éviter l'inflation, donner confiance aux investisseurs. Mais en pratique, les décisions majeures, taux de change, gestion des devises, création monétaire, se prennent à Paris. Illustration choquante, la dévaluation de 1994. Du jour au lendemain, la France décide, sans consulter réellement les dirigeants africains, de dévaluer le franc CFA de 50%. Imaginez, vous vous endormez avec vos économies et au réveil, elles ne valent plus que la moitié.
Les budgets nationaux fondent, les prix de la nourriture, de l'essence, des médicaments explosent et des millions de familles tombent dans la pauvreté, sans avoir jamais eu voix au chapitre. Ce n'était pas un crash boursier, ce n'était pas une guerre, juste une décision monétaire prise à des milliers de kilomètres. Même après l'adoption de l'euro par la France, le mécanisme est resté. Le CFA reste indexé sur la monnaie européenne à un taux fixe. Ça donne l'illusion de sécurité. Pas de crise de change, pas d'inflation galopante. Problème, la monnaie est si forte, calquée sur la puissance de l'Europe, qu'elle handicape les exportations africaines, rend les économies locales moins compétitives et les laisse vulnérables à chaque décision prise à Bruxelles ou à Paris. En réalité, accepter ce système, c'est accepter que le futur financier de millions de personnes, vos enfants, vos petits-enfants, se décide ailleurs. C'est accepter que la richesse produite par les terres africaines, l'or extrait au Mali, le coton récolté au Burkina Faso ou le pétrole du Gabon, ne profitent jamais entièrement à leur population. Une grande partie s'évanouit dans des comptes étrangers avant même d'arriver à Bamako, Ouagadougou ou Libreville. Ce n'est donc pas juste une question d'économie, mais de dignité, de contrôle sur son propre destin, de capacité à financer ses routes, son agriculture, son électricité, sans devoir demander la permission, ni dépendre d'accords externes. La bataille pour la souveraineté monétaire, c'est la clé de tout développement autonome. Maîtriser sa richesse, décider de ses propres priorités, financer l'avenir. Mais ce système n'a jamais été accepté sans contestation. À chaque tentative de s'en affranchir, l'histoire a montré que les conséquences pouvaient être dramatiques, voire sanglantes. Et si la quête de souveraineté économique se payait encore une fois au prix du sang? C'est la question qui plane sur les récentes décisions radicales prises par les États du Sahel. Car aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se contentent plus de simples déclarations. Ils posent des actes concrets pour briser l'emprise du franc CFA. Pour la première fois, ils annoncent la création d'une banque d'investissement souveraine, dotée dès sa naissance de près d'1 milliard de dollars. Une manne puisée, non pas dans des prêts occidentaux, mais dans leurs propres ressources stratégiques. Surtout, ils affichent la volonté de lancer une nouvelle monnaie régionale, potentiellement adossée à l'or, pour se détacher non seulement de la tutelle française, mais aussi de la domination euro/dollar sur leur économie. Un projet qui, dans l'histoire récente, aurait été inimaginable sans risquer l'intervention étrangère ou l'isolement total. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi un tel saut dans l'inconnu alors que tant d'autres tentatives ont viré au drame? La réponse tient dans la frustration accumulée face à un système qui freine le développement et laisse la majeure partie des populations sur le bord de la route. Le franc CFA, censé garantir la stabilité, est en réalité un carcan. Il verrouille les économies africaines sur une parité forte, calquée d'abord sur le franc, puis sur l'euro, au point de rendre les exportations locales moins compétitives et d'inonder les marchés de produits européens. Derrière la façade de stabilité, les entreprises locales peinent à émerger, l'industrialisation stagne et la richesse créée s'envole trop souvent vers l'extérieur. Pire, la moindre décision prise à Paris peut, du jour au lendemain, bouleverser la vie de millions d'Africains, comme lors de la dévaluation brutale du CFA en 1994, qui a vu la valeur des économies populaires fondre de moitié pendant la nuit, sans aucune consultation des peuples concernés. Ce sentiment d'être prisonnier d'un système conçu ailleurs, qui siphonne les ressources tout en prétendant apporter aide et développement, explique la détermination inédite des États du Sahel aujourd'hui. Regardons quelques chiffres. Selon différentes études, des dizaines de milliards de dollars auraient fui les économies africaines sous forme de capitaux placés à l'étranger, notamment dans des paradis fiscaux, tandis que des secteurs entiers, uranium, pétrole, bois, cacao, ont enrichi des multinationales, souvent françaises, bien plus que les populations locales. L'exemple du Niger est frappant. Le pays alimente, depuis des décennies, les centrales nucléaires françaises grâce à son uranium. Mais l'accès à l'électricité y reste l'un des plus faibles au monde. Pour beaucoup, le contraste est insupportable. Comment accepter que la richesse extraite du sous-sol ne profite qu'à quelques-uns, pendant que la majorité vit dans la précarité? Mais l'histoire jette une ombre inquiétante sur l'initiative du Sahel.
Ceux qui ont tenté, par le passé, de s'affranchir du système monétaire français en ont souvent payé le prix fort. Le cas de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, est devenu un symbole tragique. En 1963, il est assassiné après avoir osé lancer une monnaie nationale indépendante, brisant le dogme du CFA. Plus tôt, en 1958, c'est la Guinée de Sékou Touré qui choisit l'indépendance monétaire, déclarant préférer la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La réponse française est brutale. Rupture des relations, retrait des fonctionnaires et ingénieurs, sabotage économique. La Guinée se retrouve isolée, saignée, poussée à l'autarcie. À chaque fois, le message est clair. Qui s'oppose au système doit s'attendre à des représailles. Alors, les risques sont-ils moindres aujourd'hui? Pas vraiment. Les représailles prennent d'autres formes, plus sophistiquées, mais tout aussi dangereuses. Sanctions économiques, isolement diplomatique, pression sur les élites, fuite des capitaux, campagne de déstabilisation. On l'a vu récemment lorsque des gouvernements africains ont tenté de nationaliser des secteurs stratégiques ou de renégocier des contrats léonins. Même l'aide au développement, souvent présentée comme inconditionnelle, est parfois réorientée ou suspendue pour peser sur les choix politiques. Les dirigeants du Sahel savent qu'ils s'exposent à des tempêtes. Les alliances régionales sont fragiles. Les marchés financiers peuvent spéculer contre leur nouvelle monnaie, et les flux commerciaux risquent d'être bloqués. Le spectre d'une punition exemplaire plane toujours, destiné à décourager toute velléité d'émancipation ailleurs sur le continent. Mais le pari est assumé. Car l'enjeu dépasse largement la question de la monnaie. Il s'agit de rompre un cycle de dépendance structurelle où chaque dollar de richesse créé semble condamné à repartir vers l'Occident, où le pouvoir de décision sur l'avenir économique du Sahel appartient toujours à d'autres. La maîtrise de la monnaie, c'est la clé de la souveraineté. Sans elle, impossible de contrôler les politiques budgétaires, d'investir dans l'industrie, de soutenir les secteurs stratégiques. À la clé, ce sont des milliards de dollars qui pourraient, pour la première fois, rester sur le sol africain et servir des priorités nationales: santé, éducation, infrastructure, emploi. Mais le risque est immense. Un échec, sous pression extérieure ou à cause de querelles internes, non seulement renforcerait le joug actuel, mais risquerait de briser, pour longtemps, l'élan de résistance. L'histoire pourrait se répéter, et toute une génération sacrifier, à nouveau, ses espoirs de stabilité et de dignité. Pourtant, cette fois-ci, les États du Sahel semblent mieux préparés. Stratégie, ressources, union nouvelle. Mais la bataille ne fait que commencer. Changer de monnaie, c'est changer d'avenir. Mais pour qui? À première vue, l'adieu au franc CFA pourrait n'être qu'un épisode de plus dans la longue histoire des tensions franco-africaines. Mais cette fois, tout indique que nous sommes face à un point de bascule. Si le projet mené par les États du Sahel aboutit, il ne sera pas seulement une victoire symbolique. Il pourrait devenir un modèle, un signal fort envoyé à tout le continent africain et au reste du monde. Il est possible de se libérer des anciennes tutelles, de financer son propre développement, sans passer par les cases obligées du FMI ou de la Banque mondiale. Imaginez, si la Banque d'investissement du Sahel fonctionne, si elle parvient à mobiliser des ressources internes, à financer des infrastructures, des écoles, des centrales électriques sans l'aval de Paris, de Washington ou de Bruxelles. Ce serait un précédent historique. D'autres nations, jusqu'ici hésitantes, pourraient le suivre. On l'a déjà vu ailleurs, la ZLECAF, cette zone de libre-échange africaine entrée en vigueur récemment, vise à dynamiser le commerce intra-africain, à faire circuler les biens, les capitaux, sans dépendre systématiquement du dollar ou de l'euro. Des initiatives de paiement panafricains émergent, permettant à une entreprise du Ghana de régler une facture au Sénégal ou au Kenya, sans passer par des banques européennes. L'appétit pour un commerce africain, entre Africains, ne cesse de grandir. Ce désir de construire des ponts économiques directs, sans intermédiaires occidentaux, était encore impensable il y a quelques années. Ce mouvement inquiète, bien sûr, les anciennes puissances. Car à mesure que les États africains reprennent le contrôle de leurs ressources, des marchés stratégiques sont menacés. Prenons l'exemple de l'uranium nigérien. Longtemps,
Le sous-sol du Niger alimentait discrètement les centrales françaises, tandis que des millions de Nigériens restaient plongés dans le noir. Toute tentative de renégociation, de nationalisation, a toujours été surveillée de près à Paris. On se souvient de la tension diplomatique quand l'Italie, par la voix de Luigi Di Maio, a accusé la France de perpétrer une dépendance économique qui poussait des Africains à l'exil. L'idée d'un continent capable de se passer des marchés occidentaux, de financer ses propres projets, a de quoi faire trembler ceux qui profitent encore du statu quo. Mais cette révolution comporte des risques énormes. L'Afrique pourrait, pour la première fois, financer son développement de l'intérieur, fixer ses priorités sans rendre de compte à l'extérieur. Elle pourrait investir dans ses universités, ses réseaux électriques, ses routes, sur la base de ses propres stratégies. Mais l'histoire le montre. Qui touche au système monétaire s'expose à des représailles. La liste des dirigeants africains qui ont tenté de rompre avec le CFA et l'ont payé au prix fort est longue. Exilés, assassinés, renversés. Le souvenir de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, assassiné 3 jours avant de lancer une monnaie nationale, plane toujours. Les interventions militaires, les coups d'État, les pressions économiques ont souvent servi à rappeler que la souveraineté monétaire n'était pas négociable. Aujourd'hui, la répression n'est plus forcément militaire. Elle peut être économique, diplomatique, sanctions, embargo, blocage de transferts, campagne de décrédibilisation. Le risque, c'est l'isolement. Un pays qui rompt trop vite sans filet se retrouve privé d'accès au marché, à la technologie, à l'aide. Il peut devenir vulnérable à de nouveaux chantages, d'autres formes de domination. À l'inverse, si le pari réussit, le continent pourrait enfin sortir du cercle vicieux de la pauvreté imposée et entrer dans une ère de croissance autonome. L'enjeu est colossal, des centaines de millions de vies, des milliards de dollars, et la capacité, pour l'Afrique, d'écrire sa propre histoire. Au bout du compte, la vraie bataille ne fait que commencer. Car changer de monnaie, c'est poser les fondations d'une nouvelle maison. Il ne suffit pas de briser les chaînes anciennes, il faut inventer des institutions solides, garantir la stabilité financière, éviter les erreurs du passé. Sinon, le rêve peut se transformer en cauchemar et une génération sacrifier sa stabilité, voire sa vie, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais pour rendre ce rêve durable, il faut aller plus loin, bâtir des institutions, garantir la stabilité et surtout, apprendre des échecs du passé. Pas de grands discours, mais des actes et des chiffres. Cette fois, la rupture avec le franc CFA et l'ordre financier français ne se limite pas à des promesses politiques. Les États du Sahel mettent en place une mécanique concrète, structurée, qui défie tout ce qu'on a connu depuis l'indépendance. Alors, comment? Par le financement interne et une organisation radicalement nouvelle. Chaque pays, Burkina Faso, Mali, Niger, a accepté de verser 5% de ses recettes fiscales directement dans leur banque commune, la BCIDAES. On ne parle pas ici de contributions symboliques, mais de centaines de millions injectés dans une caisse régionale, sans feu vert extérieur, sans conditions dictées depuis Washington ou Paris. Avec un capital de départ d'environ 900 millions de dollars, cette banque a un objectif clair: financer des projets stratégiques, routes, énergie, infrastructures, sans quémander des prêts soumis à des politiques d'austérité ou des réformes imposées de l'extérieur. C'est un changement de paradigme, investir, développer et décider, chez soi, selon ses besoins propres. La stratégie repose sur 3 piliers solides, qui bousculent l'ordre établi. Premier pilier, la monnaie n'est plus dépendante d'une banque centrale étrangère, mais adossée à des ressources locales, or, minerais, énergie. Cela veut dire que la valeur créée reste sur place et appuie directement la monnaie, au lieu de filer vers Paris. Deuxième pilier, la souveraineté totale sur les investissements. Plus besoin d'attendre le feu vert du FMI ou de la Banque mondiale pour lancer un barrage, une autoroute ou une zone industrielle. Désormais, la décision part de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, pas d'un comité lointain. Troisième pilier, la suppression des intermédiaires bancaires étrangers. Les paiements régionaux se feront en monnaies africaines, évitant les conversions incessantes en dollars ou en euros et les commissions payées aux banques occidentales.
L'objectif, c'est de stopper l'hémorragie, garder la valeur créée sur le continent, pour le continent. Et ce n'est pas qu'une théorie. Ce système commence déjà à s'incarner ailleurs sur le continent. Depuis 2022, le système panafricain de paiement et de règlement permet aux entreprises africaines de commercer directement en monnaie locale. Résultat, jusqu'à 5 milliards de dollars d'économies annuelles, rien qu'en frais de change et en transfert. À l'Est, les solutions de paiement digital traversent les frontières, rendant les échanges plus fluides et moins coûteux. Pourquoi alors, se demande-t-on de plus en plus, des pays africains continueraient-ils à commercer entre eux en dollars pour des biens qui ne quittent même pas le continent? L'argument n'est pas anti-dollar, il est pragmatique. Du commerce africain, payé en monnaies africaines, c'est du bon sens économique. Et c'est exactement ce que tente de bâtir l'Alliance du Sahel. Mais rien de tout cela n'est isolé. Les nouveaux partenariats sont essentiels. Les États du Sahel dialoguent avec les BRICS, cherchent à attirer les fonds souverains africains, multiplient les collaborations sud-sud. L'idée est simple, ouvrir des portes sans se retrouver pieds et poings liés. Pour la première fois, ces États ne financent pas juste leur survie. Ils investissent dans leur expansion avec des partenaires qui respectent leur autonomie. Si ce modèle fonctionne, il pourrait devenir un exemple, un vrai laboratoire pour toute l'Afrique. Mais attention, la moindre faille, le moindre faux pas, relancera les arguments de ceux qui défendent le statu quo. Ils diront « Voyez, l'indépendance monétaire n'est qu'un rêve dangereux. » C'est pour cela que l'enjeu est immense. Réussir, c'est ouvrir une voie nouvelle à tout un continent. Échouer, c'est risquer de voir la porte se refermer pour une génération entière. Au bout du compte, ce combat va bien plus loin que la technique ou les chiffres. Il touche à la dignité, à la mémoire et à l'avenir du continent africain. L'avenir se joue maintenant, et il n'attend pas. Ce que nous vivons sous nos yeux, ce n'est pas seulement l'énième crise entre Paris et le Sahel, ni même un simple bras de fer monétaire. C'est une tentative, rare et spectaculaire, de reprendre les clés du coffre. Pour la première fois depuis l'indépendance, des États africains ne se contentent plus de slogans ou de promesses. Ils construisent, pièce par pièce, l'infrastructure d'une souveraineté réelle, une banque d'investissement contrôlée localement, un système de paiement pensé pour l'Afrique, une ambition affichée de commercer en monnaie nationale, pas imposée de l'extérieur. Mais soyons clairs, ce chemin n'a rien d'une promenade. À chaque avancée, l'histoire nous rappelle le prix du défi. Les précédents sont là, leaders assassinés, réformes étouffées, peuple piégé entre sanctions et chaos. Les pressions ne viendront pas seulement de l'étranger. Elles surgiront aussi de l'intérieur, là où l'habitude de la dépendance est parfois plus forte que la volonté de changement. On le sait, la souveraineté monétaire, ce n'est pas un mot magique. C'est la capacité de financer son propre développement, de choisir la valeur de son travail, d'investir dans ses écoles, ses routes, sa jeunesse, sans attendre le feu vert des agences de notation ou des banques étrangères. Certains diront que la France a déjà modernisé le franc CFA, que l'ECO était censé tourner la page. Mais ce qui se joue aujourd'hui va bien au-delà du simple rebranding. Pour la première fois, le coffre-fort est sur le continent, la gestion des fonds devient une affaire interne, et la dynamique ne consiste plus à négocier des miettes, mais à refuser la dépendance comme principe de base. On n'expulse pas seulement des soldats, on s'attaque aux nerfs de la guerre, à la monnaie, au sang même de l'économie. Risqué? Bien sûr. Les sanctions économiques, la volatilité, les menaces diplomatiques, voire pire, tout cela plane, et nul ne peut promettre que la route sera droite. Mais le vrai risque serait d'abandonner cette opportunité, de laisser passer ce moment, et de voir l'Afrique replonger dans une dépendance renouvelée, plus discrète, mais tout aussi implacable. Rester spectateur, c'est accepter que la richesse, l'emploi, l'avenir de centaines de millions de personnes continuent de se décider ailleurs. Alors, que penser? Sommes-nous face à la naissance d'un nouveau chapitre pour l'Afrique, celui de la maîtrise de son destin? Ou assistons-nous à une aventure dangereuse, une répétition tragique de l'histoire? À vous de juger. Dites-le moi en commentaire. Est-ce le grand saut vers l'autonomie ou une fuite en avant? Et surtout,
restez avec nous, car tout indique que la bataille pour la souveraineté monétaire africaine ne fait que commencer.